Votre quotidien a toujours le même goût? Moulinex présente Cookéo. Préparez plus de 100 plats préprogrammés en quelques clics. Faites votre choix et Cookéo s'occupe de tout en un rien de temps. Avec Cookéo, le premier multicuiseur intelligent de Moulinex, rien de plus facile pour changer votre quotidien. À la une de l'actualité, cette opération escargot menée sur l'autoroute par une cinquantaine de chauffeurs de taxis collectifs ce matin. Un mouvement social qui a occasionné des heures d'embouteillage pour des milliers d'automobilistes. Bouchon ou pas, il fallait gérer son stress et son chrono ce matin pour les épreuves du bac. Les élèves du lycée agricole du Robert ont commencé leurs épreuves écrites ce matin. 2h30 de réflexion et de concentration pour décrocher leur précieux sésame. Et la concentration, c'est exactement ce qu'il faudra aux élèves du séminaire collège. Ce soir, 8 d'entre eux partent jouer la finale d'échecs au championnat des collèges de France. Enfin, après un week-end de coupure d'électricité, les équipes d'EDF sont sur le qui-vive. La cellule de crise élaborée lors des blackouts a été maintenue et les agents contrôlent tout le réseau pour s'assurer que tout est rentré dans l'ordre. On essaiera de comprendre ces coupures avec notre invité, vous le voyez, le directeur d'EDF Martinique, Michel Durand. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite avec cet embouteillage monstrueux sur le principal axe routier de Martinique. Pendant des heures, les automobilistes se rendant vers Fort-de-France depuis le sud ont été totalement bloqués. En cause, l'opération Molokoï d'une cinquantaine de chauffeurs de taxi. Avec cette manifestation, ils entendaient dénoncer la réorganisation du transport dont ils s'estiment exclus. Un mouvement qui n'a pas du tout été du goût des usagers de la route. Laura Châtenay-Rivaudet, Michelet François. Des heures d'attente pour rejoindre le centre ce matin. Pare-choc contre pare-choc, les automobilistes sont restés coincés derrière une cinquantaine de taxis collectifs en colère. La nervosité est palpable. La Martinique recule, elle recule la Martinique. Prendre encore les automobilistes en otage, il n'a pas pensé aux enfants qui vont au bac aujourd'hui. Parce que moi je me dis c'est déplorable. Mais c'est pas de chez moi au François à 6h30, je crois que les 10h ou 9h ici. C'est infernal. Et on ne sait pas pourquoi. Là, j'ai passé quelques coups de fil. Donc maintenant, je me dis bien, il y a quelque chose, c'est les taxis. Ça a un gros impact pour une minorité, quoi. C'est un peu toujours pareil, quoi. Au centre des revendications des chauffeurs, la réorganisation des transports dans l'île qui, selon eux, les obligera à cesser leur activité. Ils veulent, pour compenser, être indemnisés par le Conseil général à hauteur de 186 000 € par transporteur. Le calcul de leur retraite fait également débat. Maintenant, il faut le Conseil général dit nous qui sait, il a fait, et puis les transporteurs, préjudice là, il y a combien d'argent il a donné, parce qu'il mettait un montant à ce faut sentir, il a parlé sur la presse, rien pour qu'on tombe d'accord. Nous, syndicats, nous pas signé. Il ne peut pas nous procès verbal, c'est pas lui qui a parlé pour mettre le plat contre nous. Face à l'exaspération générale, le syndicat se défend d'avoir agi par surprise. Jusqu'à maintenant, nous ne parlons pas seulement, vous voyez en préavis de grève, moment de 8 jours, qui a fini l'autre semaine, jusqu'à maintenant, ce courrier-là, il ne peut jamais répondre. Les chauffeurs affiliés à l'U7 ne comptent pas se rendre à la réunion avec le département prévue mercredi et à laquelle les autres syndicats de la profession participeront. Ils annoncent que le mouvement va durer si leurs revendications n'aboutissent à rien. Et le mouvement, normalement, ne devrait pas être reconduit demain. C'est en tout cas ce qu'annonce l'U7 ce soir. Ils attendent toujours un rendez-vous avec la présidente du Conseil général. En tout cas, la première conséquence de ce blocage aujourd'hui, c'était le retard des travailleurs et des étudiants. Aujourd'hui, quelques 3000 élèves de première avaient rendez-vous dans des centres d'examen pour passer leur bac de français. Des épreuves orales pour lesquelles chacun a reçu une heure précise de rendez-vous. Au lycée de Bellevue, où un grand nombre de candidats étaient attendus, le secrétariat du bac s'est montré compréhensif. Écoutez-en le responsable interrogé par Laura Châtenay-Rivaudet et Michelet François. S'ils ont été bloqués par ces embouteillages, on fera passer les épreuves le lendemain. Nous faisons quand même en sorte que les candidats puissent passer dans de bonnes conditions. D'accord ? Même les examinateurs, s'ils sont bloqués, ils pourront avoir les candidats le lendemain. La seule difficulté pour les candidats, c'est que des fois, ils sont obligés de revenir. On va essayer quand même de les rassurer en leur disant bon, ce n'est pas quelque chose de grave et que l'épreuve se passera demain. Ils ont un petit temps de révision en plus.
D'un mouvement social à l'autre, les salariés de l'habitation d'Illon se sont mis en grève ce matin. Ils se disent inquiets quant au paiement de leur salaire du mois de mai. À cela s'ajoute une fermeture du restaurant en juillet pour travaux, une explication qu'ils ne comprennent pas. Leur idée, monter une SCOP, une société coopérative et participative, afin de reprendre la gestion de l'établissement. Écoutez la déléguée du personnel affiliée CDMT, elle répond à Laura Châtenay-Rivaudet et Michelet François. On ne peut pas accepter ça. On a des clients derrière qui pensent que chaque fois que c'est le personnel qui n'est pas bon, le personnel qui ne veut pas travailler. Et là, non, pour une fois, c'est le patron qui ne veut pas recevoir les clients. On n'a pas plus d'informations, on pose des questions, on reste sans réponse. Limite, on doit venir travailler et puis se taire. On compte bien lui mettre la pression. Donc on verra au fur et à mesure de l'avancée des choses. Et le propriétaire de l'habitation d'Illon, quant à lui, n'a pas souhaité s'étendre sur le sujet. Il évoque toutefois une manipulation syndicale. On referme ce chapitre social en bref avec deux bonnes nouvelles. D'abord, la fin du mouvement au foyer départemental de l'enfance de Rivière-Laure. Les salariés en grève ont obtenu la mise en congé de la directrice dont ils demandaient le départ. Ils ont repris le travail dès l'annonce de leur victoire. C'est son adjointe qui assurera l'intérim. Un conseil d'administration est prévu demain pour faire le point sur la situation. Et puis, autre mouvement qui se termine, celui de la masse de Saint-Pierre. Après 22 jours de grève, les salariés de la maison d'accueil spécialisée ont enfin obtenu gain de cause et la quasi-totalité de leurs revendications ont été acceptées. Ils auront donc du nouveau matériel, leurs effectifs seront renforcés et les équipes titularisées. Parlons maintenant d'un mal qui a affecté une grande partie d'entre vous ce week-end, les coupures d'électricité. Samedi, la foudre aurait détérioré le poste de transformation principal de Font-Layet à Bellefontaine. Dimanche, c'est une avarie sur ce même poste qui a provoqué le blackout. On en parlera dans un instant avec notre invité. Bonsoir Michel Durand. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur d'EDF Martinique. Alors avant d'échanger avec vous, je vous propose de suivre vos équipes techniques car si le courant est revenu sur le terrain, on cherche encore les causes de cet incident et surtout, on vérifie que le réseau ne risque plus rien. Loïc Régis. C'est dans ce transformateur de 63 000 volts que les investigations sont menées. Pour la bonne marche de l'opération, il est déconnecté de l'isolation. La foudre qui a paralysé le réseau électrique ce week-end a peut-être causé des dégâts en profondeur. Les réparations sont effectuées. Le retour à la normale semble effectif, mais les contrôles poussés restent obligatoires. Après les incidents, donc on a constaté des anomalies sous cette partie de cellule. Donc on est en train de contrôler tout l'ensemble pour après la remise pour qu'il n'y ait pas d'incident. Les techniciens procèdent par étapes. Lorsqu'on fait des essais d'électrique sur un tronçon bien précis, il faut l'isoler de l'ensemble des autres appareils qui le composent. Chaque point de transformation électrique est contrôlé. Ici, un poste de 20 000 volts. Ma manipulation, c'est juste de vérifier pour voir s'il n'y a pas d'anomalie au niveau de la cellule. Si on ne voit pas, s'il y a une tête de câble qui a eu une fusion, ou bien soit voir au niveau de la tête de câble s'il n'y a pas eu un gonflement. C'est toutes ces anomalies-là que nous allons déceler pour voir si demain matin il faut les changer et les refaire. Des opérations méticuleuses mais qui ne se font qu'en cas de grosse avarie. Après les vérifications sur les autres parties du réseau électrique, aucun équipement n'aurait été endommagé. Selon la direction d'EDF, à l'heure actuelle, les 185 000 foyers martiniquais ont tous été réalimentés. La direction d'EDF, c'est vous, Michel Durand. Expliquez-nous ce qui s'est passé ce week-end. On parle de foudre et la plupart des Martiniquais ne sont pas convaincus par cette explication. Alors dites-nous vraiment ce qui s'est passé. Alors d'abord, permettez-moi de présenter au nom d'EDF des excuses pour la gêne occasionnée ce week-end. Nous, dans ces cas-là, la priorité, c'est de réalimenter rapidement l'ensemble de nos clients. Donc 150 personnes d'EDF, samedi et dimanche, se sont d'abord concentrées sur la réparation et la réalimentation des clients de façon la plus rapide possible, ce qui a été opéré en 5 heures samedi et en 4 heures dimanche. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, samedi, il y a eu un impact de foudre sur les installations qu'on vient de voir, impact de foudre qui a été constaté par les mesures et visuellement par un de nos techniciens. Cet impact de foudre, à lui tout seul, ne suffit pas à expliquer ce qui s'est passé. On a eu un impact de foudre et derrière, on a eu une chaîne d'événements qui aujourd'hui, pour nous, reste à expliquer, reste à comprendre, d'où le maintien de la cellule de crise au niveau d'EDF, parce que l'impact de foudre est un élément qui a déclenché une surintensité, mais normalement, on n'aurait pas dû avoir
ce phénomène finalement d'isolement du réseau qui s'est protégé à cause des surtensions. On n'aurait pas dû arriver jusqu'à cette étape-là. Donc vous, pour le moment, vous ne savez toujours pas ce qui s'est passé? Alors, on sait qu'on a eu un événement extérieur qui est la foudre le samedi, un autre événement le dimanche, mais dans la même zone d'installation, les installations qu'on vient de voir. Et ce qui est anormal, et ce qu'on est nous en train de diagnostiquer et d'expertiser, c'est pourquoi ces événements ont derrière, en cascade, emmené à une situation d'isolement du réseau et du système électrique martiniquais. Alors là où on est inquiet, c'est qu'on nous a vendu une nouvelle centrale de Bellefontaine ultra performante qui nous permettrait d'être guéris de ces problèmes d'électricité qui vont et qui viennent. Et finalement, on voit qu'on a encore eu 2 blackouts d'affilée, ce qui est quand même assez impressionnant. Est-ce que nos installations sont assez performantes? Alors, en l'occurrence, sur les blackouts, on est vraiment sur un blackout où c'est le système qui s'est protégé pour éviter des dégâts sur les installations. Aujourd'hui, nous, on est en cellule de crise avec nos équipes qui sont mobilisées parce qu'on est encore dans une période fragile tant que je n'aurais pas compris, moi, l'ensemble du séquencement des événements. Et on a nos experts à Paris, R&D, gestionnaires de réseaux de transport sur l'Hexagone, qui sont à nos côtés et qui arrivent cette semaine pour expertiser et comprendre ce phénomène, qui est un phénomène qui est lié vraiment au réseau en lui-même et pas aux outils de production. Les outils de production ont joué leur rôle, c'est-à-dire qu'ils se sont, une fois qu'il n'y a plus de réseau, ils sont restés de leur côté. Et après, quand on aura alimenté, ils se sont remis en service et à disposition pour alimenter. Mais du coup, ils sont à la hauteur, nos équipements, ou pas du Nos tout? équipements sont à la hauteur. Maintenant, l'événement qu'on a là est un événement singulier qui, aujourd'hui, pour nous, nécessite une vraie expertise. C'est complexe. On est sur des réseaux où il y a beaucoup d'interactions entre les différents éléments. Et le parti qu'on a aujourd'hui, dans notre responsabilité qui est celle d'EDF, de service public, c'est d'aller au bout des causes, de comprendre toutes les causes et d'en apporter finalement les remèdes de façon durable. Alors certaines entreprises ont été dérangées par ces blackouts, évidemment. Elles ont dû fermer pendant plusieurs heures, 5 heures, 4 heures. C'est une perte de chiffre d'affaires, notamment samedi, jour de shopping pour beaucoup de Martiniquais. Est-ce que vous avez prévu de les indemniser, ces entrepreneurs? Alors d'abord, encore une fois, on connaît très bien et on voit très bien les conséquences de ces événements qu'on cherche vraiment à éviter. C'est notre rôle. Et encore une fois, on présente nos excuses. Aujourd'hui, on est en train de faire l'analyse de ce qui s'est passé et des causes et des responsabilités. En fonction de ça, on verra les procédures adaptées. Maintenant, le conseil que je donne, forcément, c'est toujours le même, c'est de dire de façon préventive, c'est de se rapprocher de son assureur déjà pour déclarer les sinistres, et puis ensuite de se rapprocher des équipes d'EDF pour déclarer les sinistres au fur et à mesure. Et en fonction de l'analyse et de ce qui s'est passé, on rentrera, comme d'habitude, dans des phases de discussion et d'indemnisation éventuelle. Est-ce que vous leur conseillez aussi de s'équiper d'un groupe électrogène? Il y en a beaucoup en Martinique qui en ont, peut-être pas assez. Alors, j'aimerais demain et dans les jours qui viennent, avec tout le travail qui est fait par les équipes, avec tout le travail qu'on fait, faire en sorte qu'on n'ait plus jamais de ces phénomènes-là. C'est mon objectif. C'est pour ça qu'on est en cellule de crise. C'est pour ça que l'entreprise est mobilisée avec les appuis nationaux. Et c'est notre combat d'aujourd'hui et de demain et de tous les jours. Rapidement, dernière question. Pour les particuliers, les dérangements sur le réseau sont plutôt fréquents. Vous essayez de le corriger, on a compris, mais ça reste quand même un problème. Il y a énormément de pertes d'électroménagers, de manière générale, depuis plusieurs années. Est-ce qu'il est possible de se retourner vers vous ou bien de prévenir ce genre de pertes? Est-ce que vous avez des solutions peut-être à apporter aux personnes pour faire plus attention? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tous les ans, on investit 25 millions d'euros sur le réseau. On fait ça en étroite collaboration et travail avec le SMEM, syndicat mixte d'électricité de Martinique, qui est propriétaire des réseaux. Et on est tous les deux, main dans la main, sur un registre d'investissement et d'amélioration de tous les équipements de réseau. On a remplacé 10 km de câbles souterrains ces 6 derniers mois dans une zone qui avait été touchée par des événements. On va construire 80 millions d'euros d'autoroutes électriques entre Bellefontaine et Fort-de-France. Tout ça dans une logique permanente d'améliorer effectivement la sécurité et réduire le nombre de coupures. C'est le combat qu'on mène. Ce combat, il passe effectivement par tous ces investissements récurrents, par le travail qu'on fait, avec en filigrane et enfin la recherche permanente de l'absence de dégâts pour chacun d'entre nous.
Et c'est vraiment le sujet qui nous préoccupe. Merci beaucoup, Michel Durand, d'avoir été avec nous ce soir. Merci bien. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on ira au Diamant, où l'école maternelle du quartier Aumulane a subi de plein fouet les fumées de l'incendie de la décharge de Céron, qui a brûlé tout le week-end. Et puis Hubert Bornil nous emmènera nous rafraîchir un peu avec une petite glace locale chez Dame Sorbet à Trinité dans votre JT des communes. Mais avant, savez-vous présenter les missions du CCAS ou bien expliquer comment un antalgique calme les douleurs? Eh bien, les 125 candidats du bac pro de service à la personne, eux, le savent. C'est exactement le type de questions sur lesquelles ils devaient plancher ce matin au lycée professionnel agricole du Robert. 2h30 d'épreuves d'analyse technique qu'ont suivi Volana Razafi-Malansoa et Hélène Renaud. Dans les couloirs, pas un chat. Dans les salles de classe, pas un bruit. Ici, la concentration règne. Ces élèves sont en train de passer l'épreuve écrite du baccalauréat professionnel option service à la personne. Et à la sortie, tous ont semblé confiants. C'est ce que j'aime faire, donc voilà. Après, une fois qu'on connaît, c'est facile pour les questions et tout. Alors pour moi, ça s'est bien passé. C'était le début d'une grande porte, une ouverture d'une grande porte. Bon, j'ai donné le meilleur de moi-même. J'espère que ça a apporté ses fruits. Au pif, j'ai mis une réponse et j'ai expliqué à mes copines tout ça et elles m'ont dit que oui, tout à fait, c'était bien ça. Et tout. Donc je pense que j'ai réussi sur cette question. L'examen a duré 2h30. 125 élèves de terminale de ce lycée agricole ont eu à répondre à des questions concrètes sur l'insuffisance rénale ou encore la mission du CCAS. Catherine Marcos organise ces épreuves écrites depuis 8 ans et chaque année elle admet ressentir une certaine tension. Les élèves sont arrivés pour la plupart très détendus, donc en espérant que ce soit bon signe. Ils sont arrivés très détendus et bon, une fois qu'on rentre dans la salle, bon, c'est vrai qu'on sent un petit peu le stress monter. Mais ce matin, tout le monde se portait bien, tout le monde était assez souriant, donc on croise les doigts, quoi. Un espoir partagé par tout le corps enseignant. Dans ce lycée, l'échec est quasi inexistant. Ça nous fait effectivement un taux de réussite de plus de 90% et donc 5 points au-dessus de la moyenne nationale, ce qui est très bien pour notre établissement. Et donc concernant cette année, l'année 2015, nous espérons effectivement un taux beaucoup plus élevé. Demain auront lieu les épreuves d'histoire, géographie et de mathématiques. L'examen oral se tiendra la semaine prochaine. Dans le reste de l'actualité, le cadavre découvert ce week-end à Morne-Cabri dans la mangrove devrait être autopsié sous peu. Un prélèvement ADN a été effectué pour déterminer l'identité de la victime. Son corps, je vous le rappelle, a été découvert dans un état de décomposition avancée par des chasseurs de crabes. Vous voyez ces quelques images exclusives diffusées samedi soir. Bien sûr, nous suivrons de très près l'évolution des investigations. Actualité dramatique également en Guadeloupe. Ce matin, un homme a tiré sur sa compagne, une femme d'une cinquantaine d'années, installée dans sa voiture en pleine rue, non loin de la Poste, à Goyave. Malgré leur rapidité, les secours n'ont pas réussi à la sauver. Le tireur qui avait pris la fuite s'est ensuite donné la mort. Son corps a été retrouvé par les autorités à l'entrée d'une plage de la commune. Une enquête a bien sûr été ouverte pour comprendre les circonstances de ce drame. Retour en Martinique où Air France augmente ses vols transatlantiques. La direction locale de la compagnie a annoncé ce matin une hausse de 15% de ses vols entre Fort-de-France et Paris-Orly dès le premier trimestre 2016. Du 11 janvier au 27 mars 2016, la compagnie assurera jusqu'à 13 vols par semaine. Un retour à la normale après une réduction des rotations début 2015, même si le directeur régional d'Air France refuse d'utiliser le terme de retour à la normale. Écoutez ces quelques précisions recueillies par Loïc Régis. Retour à la normale veut dire qu'il y a eu une période dite anormale. Alors cette période anormale, ça a été pour des raisons conjoncturelles. Air France actuellement a un plan de développement économique, surtout de retour à l'équilibre, qui fait que l'année dernière, nous avons dû réduire la flotte d'avions long courrier. Air France, l'hiver prochain, donc pour la haute saison touristique vers la Martinique, remet 15% de sièges en plus. Donc 15% de sièges en plus, ça veut dire que pendant la haute saison, Air France, presque tous les jours, aura son Boeing 777 qui va voler entre Paris et Fort-de-France. Les hôteliers ont accusé une baisse de près de 7% de leur remplissage. Pourquoi? Parce que certes, il y avait de la demande, mais il n'y avait absolument pas de place pour satisfaire la demande et donc arriver à la Martinique. Donc nous sommes très contents qu'après avoir beaucoup insisté auprès d'Air France, et c'est vrai qu'ils avaient annoncé que dès qu'ils le pourraient, ils remettraient davantage de capacité sur la Martinique, donc de revenir donc à la normale, et ce en fait dès les grandes vacances, puisqu'il y aura quasiment 11 vols semaine à partir du mois de juillet.
Et à noter lors de cette conférence de presse la présence de Lionel Rowe qui remplacera Frédéric Babu, le directeur régional, en juillet, donc le mois prochain. La victoire du RC Rivière-Pilote en finale de la Ligue Antilles-Foot, le sacre du cycliste Émile Demazy au championnat de Martinique sur route. Voilà ce qui a marqué ce week-end de sport. 2 jours intenses sur lesquels reviennent Caril Chassol, Linda Cayercy, José Lechertier et Michelet François. En football, 1 an après, le RC Rivière-Pilote et le CS Moulins se retrouveraient en Guadeloupe cette fois en finale de la Ligue Antilles. Et le Racing a pris sa revanche de la défaite de l'an dernier, victoire 3-0, un triplé de Grégory Pastel. En 13 éditions, il s'agit là de la 12e victoire d'un club martiniquais. Football toujours, mais au féminin cette fois, fin samedi soir des demi-finales retour des playoffs. Et le Racing s'est qualifié pour la finale en battant l'US Robert 1-0. Le week-end prochain, la finale opposera le Racing au RC Saint-Joseph. En cyclisme, coup double pour Émile Demazy. Après son titre de champion du contre-la-montre il y a une semaine, il a remporté samedi le titre de champion de Martinique sur route. Le sociétaire de l'UCS confirme là sa forme du moment. Le triathlon du Kawan Club avec au menu 1500 mètres de natation, 35 de vélo et 9 de course à pied a été remporté par Francky Fort du Madina Bikers chez les hommes et Christelle Martinez des Grenouilles Bleues de la Guadeloupe au féminin. Enfin en jet ski, la Martinique Cup Caraïbes a été remportée par le Guadeloupéen Lucas Granger. Il devance le Martiniquais Christophe Concourier et le Guadeloupéen Vincent Caram. Et eux, ils ont choisi un sport cérébral. 8 jeunes du séminaire collège partent ce soir pour la finale nationale d'échecs des collèges. Forts d'avoir remporté le tournoi en Martinique, ils iront nous représenter à La Breffe, dans les Vosges, du 12 au 14 juin. Notre correspondante Camille Joseph a suivi leurs derniers entraînements avant le grand départ. Regardez. Nous sommes vendredi, il est aux environs de 17 h. Que font tous ces enfants installés à l'intérieur, mais aussi sur le trottoir d'un restaurant de la rue Jacques Cazotte? Dès qu'on sort de l'école, on vient à notre club, on range le matériel et on prend un goûter pour tenir jusqu'au soir. La raison première de leur présence à cet endroit n'est pas que gustative. Ils y sont pour un plaisir bien plus grand à leurs yeux. J'ai commencé les échecs, si je me souviens bien, en CE1. Avec mon ami Emric. Au début, on progressait en même temps avec l'école et avec notre club. Et ce vendredi après-midi est un moment particulier pour 8 d'entre eux. On doit aller à la Bresse, proche de Nancy, pour participer au championnat scolaire en catégorie collège. On verra ce qu'on fait en France. En tout cas, chacun s'est entraîné personnellement chez lui pour ce championnat. Après, on verra ce qu'on fait face aux joueurs de France. Une belle aventure en perspective pour ces jeunes champions, rendue possible grâce à la volonté d'un club et d'une école qui unissent leurs efforts jusqu'à laisser imaginer des lendemains enchanteurs pour la rue. On a une génération assez exceptionnelle, le joueur d'échecs, dont la figure emblématique est Émeric Lafortune. Il a 14 ans et demi, il fait déjà partie d'un des meilleurs joueurs de la Martinique, voire des Caraïbes françaises. Donc cette même génération de joueurs a été vice-championne de France des écoles primaires. C'est quelque chose de considérable. Il y a ici comme un début de rue culturelle. Et on est heureux d'être un petit peu les précurseurs, je ne sais pas si on peut dire cela comme ça, mais quand les travaux seront terminés, s'il peut y avoir une courroie de transmission entre l'Atrium, ces gens qui attendent, et puis nous, on aura gagné. Vice-champion de France en 2014, nos jeunes représentants espèrent faire au moins aussi bien cette année. C'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Le JT des communes qui commence au Diamant où l'école maternelle du quartier Aumulane n'a pas ouvert ses portes ce matin. Après un week-end d'incendie sur la décharge de Céron, les fumées dérangeaient la bonne tenue des classes. L'établissement devrait rester clos jusqu'à mercredi. Anaïs Gall. Fermeture précipitée pour cette école maternelle dans le quartier d'Aumulane. À la mi-journée, tous les parents ont été convoqués pour récupérer leurs enfants. Il y a la grève des taxicos, donc après avoir affronté 3 heures de bouchon avec mon nourrisson, on m'a appelé
Et on m'a dit de faire demi-tour parce qu'il y avait de la fumée au niveau de la décharge qui se trouve à proximité de l'école. J'ai la chance de travailler à la maison, donc je suis allée chercher ma petite tout de suite. On est prévenu à chaque fois au dernier moment et on est comme pris en otage, quoi. Alors que ça fait déjà plusieurs jours qu'il y a le feu sur le site. La déchetterie de Céron en feu depuis 3 jours n'est située qu'à quelques kilomètres. Les émanations présenteraient un risque pour la santé, d'où la décision prise par la municipalité d'évacuer l'établissement. Nous avons un public fragile puisqu'il s'agit d'enfants de 2 ans et demi à 5 ans et donc certains enfants sont asthmatiques, certains enfants souffrent de bronchite et il n'est jamais bon pour ces enfants-là de respirer, pour tout un chacun, de respirer ces fumées nauséabondes. Et en effet, difficile d'apercevoir la beauté du paysage. Depuis vendredi soir, le rocher du Diamant et le Morne-l'Archer sont dissimulés derrière ce rideau de brume. Alex et Aline habitent la Taupinière. Pour eux, ça ne peut plus durer. Ça fait la 2e fois dans l'année. La première fois, on est resté 15 jours à vivre cette situation. Moi, personnellement, j'ai des irritations de la gorge et du nez. C'est très, très gênant. Le feu se serait déclaré de manière naturelle à cause de la chaleur. Une quinzaine de pompiers sont toujours mobilisés pour tenter de maîtriser l'incendie. En bref, après avoir rejeté à la mer 452 oursins blancs, les autorités, au mois de mai, les autorités en ont remis 200 de plus à l'eau ce week-end. Des oursins pêchés par des braconniers sur le littoral de Sainte-Anne. Pendant une semaine, les équipes de la direction de la mer, de la gendarmerie nationale, des gardes-côtes et des affaires maritimes ont procédé à des contrôles dans la zone. Aux oursins relâchés s'ajoutent 8 procès-verbaux dressés, 14 kilos d'oursins détruits et 2 langoustes remises à la mer. Attention en bref à la fermeture de la maison du volcan. Jusqu'au 30 juin, l'établissement fera l'objet de travaux de modernisation. Il devrait rouvrir le 1er juillet. Et puis toujours en bref, toujours au chapitre info pratique, notez que le CCAS du Gros Morne tiendra une permanence demain de 8h à midi à la mairie sur l'aide à l'amélioration de l'habitat. D'autres permanences comme celle-ci auront lieu tous les 2e et derniers mardis de chaque mois. Comme chaque jour, pour terminer, un œil sur la carte de l'EFS. Le camion de l'établissement français du sang sera stationné sur le parking de l'hypermarché Carrefour Dillon demain du côté de la Brioche Dorée de 9h à 13h. Vous pouvez aussi vous rendre à la Maison du Don à la Ménard de 9h à 16h. On termine, ça fait du bien avec une petite glace. J'espère que vous en êtes au dessert car nous allons chez Dame Sorbet à Trinité. Dans cette entreprise artisanale, on fabrique des glaces aux saveurs locales. Une affaire de famille que sont allés découvrir Hubert Bornil et Michelet François. Préparez-vous pour le dessert. On va vous montrer comment se fait la glace maison en 2015. Fini la sorbetière où il fallait se faire mal au bras. Maintenant, la machine a pris le pas, la turbine maintenant. Et ça se passe chez Dame Sorbet. Mon figue, ça va trouver quoi? Trinité. Bonjour, monsieur. Ah, une commande pour dimanche, hein? De combien de petits pots? 520 petits pots. 520 petits pots. Je fais un mélange ou je mets quoi? Dame Sorbet, au départ une simple idée qui prend sa source dans le giron familial et cela donne aujourd'hui une petite entreprise. Nous avons fait tout ça qui est local, sol local, coco local, nous avons essayé de faire tout ça maman elle a un main. Nous avons un coupeur de coco, qui a coupé coco à nous. Nous avons fait entre 800 et 600 cocos semaine, coco local. Là. Fini malheureusement la sorbetière d'antan. La structure s'industrialise. On est obligé de se moderniser parce que pour la farine de manioc, pour rendre en purée la manioc, pour que ça soit une crème, je suis obligée d'utiliser ce mixeur pour rendre la glace onctueuse. On peut tourner le sorbet à la main, à la maison, en famille. Je peux faire des concours de tourner du sorbet, c'est pas un problème. C'est la même chose. Mais maintenant, il y a des enfants, il y a des bébés, il y a des personnes âgées. Le lait, c'est un produit, vous connaissez, qui change. Hein. Sorbet coco, sorbet coco. Et bon. Sorbet coco, sorbet coco. Voilà, c'est comme ça que ça se passe à Dame Sorbet. Et puis vient l'heure de vérité. Ah ouais, t'as là, important. Allez. Excellent.
La gourmandise est un péché, Hubert. C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas, dans un instant, on reste tout près de vous avec Anche Pays. À tout de suite.